Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour Au miroir du passé, les détricoteuses avec Mathilde Larère que vous connaissez, avec aujourd'hui Isabelle Bacouche qui est historienne à l'École des hautes études en sciences sociales. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet lourd, d'un sujet grave, la question de l'antisémitisme. Vous l'avez constaté, il y a une récurrence de cette question dans l'actualité, avec des actes, des gestes et des verbes antisémites qui ont augmenté cette année, selon en tout cas les dernières études de la CNCDH, avec des tags qui apparaissent régulièrement, avec l'affaire des insultes à Alain Finkielkraut il n'y a pas longtemps, avec des propos révisionnistes du journaliste Éric Zemmour qui revient sur la politique de Vichy et considère que Vichy a sauvé les Juifs, avec tout un tas de débats d'actualité, le lien avec l'antisionisme, etc. On avait, nous, envie de vous parler de l'antisémitisme un petit peu autrement. Et c'est pour ça qu'on a invité Isabelle Bacouche, qui est historienne, qui est l'autrice, on le verra, d'un certain nombre d'articles et d'ouvrages aussi, qui concerne l'antisémitisme au prisme de la micro-histoire, c'est-à-dire avec une nouvelle manière de faire de l'histoire. Et cette émission, enfin nouvelle manière, en tout cas une manière autre de faire l'histoire de l'antisémitisme. Et cette émission va être un petit peu particulière parce que pour une fois, nous allons véritablement entrer dans la logique de l'archive, dans la logique de la pratique historienne, dans une manière d'interroger un sujet lourd, un sujet grave, qui permet de peut-être de déplacer un petit peu le débat, de reformuler un certain nombre de questions à partir des méthodes, à partir des sources, à partir de ce qui fait notre quotidien d'historien et d'historienne. Comment est-ce que on met les mains dans le cambouis, comment est-ce qu'on construit autrement un objet, comment est-ce qu'on n'en fait pas justement quelque chose de spectaculaire qui nourrit une actualité sans cesse grandissante. Alors on va parler de micro-histoire et peut-être Mathilde, tu pourrais déjà nous expliquer ce que l'on appelle la micro-histoire. Alors oui, rapidement, parce que c'est un peu compliqué. Alors, je vais partir d'un exemple en fait. On est dans les années 70 et un groupe d'historiens italiens travaille des questions en histoire sociale ou en histoire religieuse. Et notamment un des plus connus maintenant, qui est Carlo Ginzburg, qui est un historien du religieux. Et il s'interroge en fait sur les croyances, les visions du monde, la religiosité des populations du XVIe siècle. Alors il pourrait faire comme on faisait avant, c'est-à-dire plus de la macro-histoire et s'intéresser sur les grands déterminismes religieux, questionner dans la durée les pratiques religieuses, regarder les grands textes, la pastorale, etc. Mais c'est pas ça qu'il veut faire. Et là, il va rencontrer un individu. C'est un meunier, il s'appelle Menocchio, c'est un meunier du Frioul, du XVIe siècle. Et il va le rencontrer parce que normalement, ce type de personnage ne laisse pas de source. Mais là, il se trouve que c'était un fort en gueule, le Menocchio, qu'il a donc été l'objet de plusieurs procès de la part de l'Inquisition. Et qui dit procès dit source. En fait, en regardant donc au plus près de l'individu ses réponses aux inquisiteurs, il se pose la question de, justement, quelle est sa religiosité, quelle est sa vision du monde. Et le titre du livre qu'on connaît le plus et qu'on voit là, donc du fromage et des vers, c'est parce qu'à un moment, il utilise cette métaphore pour rendre compte du monde. Eh bien, la micro-histoire, c'est ça. C'est-à-dire opérer ce déplacement des des schémas un peu trop quantitatifs, trop généraux sur la durée, sur la régularité d'une macro-histoire, pour se poser la question plus concrète, plus en pratique de l'accident, du particulier, de ce qu'un autre historien, micro-historien appelle l'exceptionnel normal. Et bien là, c'est ce qu'on va faire dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'il y a le normal, la recherche du logement, puisque ça sera l'objet, et l'exceptionnel, la situation des lois antisémites et de la politique antisémite au moment de la collaboration et du gouvernement de Vichy. Et donc, on va partir du particulier pour questionner, pour enrichir la connaissance du général. Non pas pour interroger que le particulier, mais vraiment pour avoir une approche avec un jeu d'échelle précis, plus large, et pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors avec un effet zoom en effet, et c'est pour ça qu'on a invité Isabelle Bacouche qui a priori n'est pas une historienne de l'antisémitisme, qui est d'abord une historienne de l'urbanisme. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es passée d'une histoire de l'urbanisme, en plus à l'époque moderne 19e, jusqu'à la question de l'antisémitisme? Merci pour cette invitation. Alors, en fait, oui, je travaille sur l'urbain, sur Paris, j'ai travaillé sur la Seine et Paris, mais quand je dis que je travaille sur l'urbain, c'est aussi pour essayer de comprendre comment les espaces urbains se transforment en prise avec la société qu'ils accueillent. Donc, ce qui m'intéresse, c'est cette articulation entre la matérialité de la ville et le social.
Alors ensuite, bon, pour faire vite, des rencontres, Sarah Gainsbourger, Éric Le Bourrice, puisque ce dont on va parler est le fruit d'une recherche collective. Et le dernier livre que j'ai publié porte sur un îlot insalubre parisien, qui est le sud du quartier du Marais. La question qui a en fait servi de fil rouge pour cette recherche, c'est pourquoi, alors qu'on veut effectivement éradiquer ces îlots dits insalubres, pourquoi est-ce qu'on s'attaque à eux, à celui qui m'intéresse, le numéro 16, il y en avait 17. Ils étaient tous insalubres, mais celui-là était le 16e de la liste. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque à lui à partir de 1941 ? Et là, pour résumer en 2 phrases, je me rends compte que le projet, c'est surtout finalement de nettoyer ce quartier de sa population, qu'on pense être majoritairement juive. Il a la réputation d'être un ghetto, alors que les travaux finalement de réaménagement ne viendront que beaucoup plus tard. Alors, on est effectivement en 1941. Cet îlot 16, il a, comme tu dis, la réputation d'être un ghetto. Tu nous as trouvé quelques tracts assez significatifs c'est pas des tracts d'ailleurs, c'est des extraits d'articles de journaux, notamment du Matin. Donc, avec des articles qui parlent de la populace à nez crochu, lippu et sale qui continue de grouiller, qui parle effectivement de ghetto. Comment est-ce que ça s'est construit, cette idée que c'était un ghetto juif, cet îlot 16 ? Depuis la fin du 19e siècle, cet îlot 16, qui est quand même un quartier, qui a fait partie d'un quartier aristocratique, le Marais, a connu des vagues d'émigration d'Europe centrale et d'Europe orientale, beaucoup d'artisans et d'ouvriers qui se sont installés. Et progressivement, dans la presse, dans des études même, on va dire, savantes, on voit cet amalgame entre les qualités du quartier et les qualités de sa population, qui parlerait le yiddish et donc qui, à proximité de l'hôtel de ville, n'est pas tolérable selon à la fois les pouvoirs, les élites intellectuelles et les architectes d'ailleurs. Il a la double tâche d'être insalubre et juif, voilà. ghetto juif. C'est 2 tâches, c'est 2 réputations. Voilà, c'est 2 réputations. Alors effectivement, tu l'as dit, historienne de l'urbanisme, et puis au gré des rencontres, Sarah Gainsbourger dont nous allons parler, Éric Le Bourrice dont nous allons parler aussi, vous publiez un article qui a un nom absolument magnifique et qui va être le fil rouge aussi de notre émission, qui s'appelle « Très cher voisin ». Et c'est un article qui va interroger justement la question du logement, des attributions du logement sous Vichy, à partir de 41, c'est-à-dire à partir de 40, à partir de la mise en place des premières lois antisémites. Alors, on va faire de la micro-histoire et en même temps, tout le monde n'est pas spécialiste de Vichy parmi nos auditeurs ou nos auditrices. Donc, on va quand même cadrer un minimum pour rappeler un petit peu quelle était la politique de Vichy concernant justement ces questions de la présence des Juifs en France, du logement, etc. Et Mathilde, à toi. Alors, donc, Paris est en zone occupée pendant la guerre, et en zone occupée, il y a 2 types de législation antisémite qui se superposent. La législation allemande, qui s'applique en zone occupée, et la législation française, qui est donc le fait de Vichy, qui s'applique à la fois à la zone libre et à la zone occupée. Alors, la législation allemande, elle est inspirée évidemment des législations dans le Reich, et elle va entraîner un recensement de la population juive sur les critères qui sont ceux des nazis, avec interdiction d'ailleurs de quitter la zone occupée, et des processus plus connus d'ailleurs, de spoliation des biens juifs qu'on appelle l'arianisation. Là, on a une affiche d'une des entreprises arianisées dans ce cadre-là. Mais Vichy met en place sa propre législation antisémite. Alors pourquoi est-ce que Vichy met une législation antisémite ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est du fait de la collaboration. Vichy est persuadée que l'Allemagne va gagner, qu'il va y avoir un nouvel ordre européen. Elle n'a rien d'ailleurs contre cet ordre européen allemand. Et pour que l'État français ait toute sa place, la collaboration est lancée. Et donc l'antisémitisme de Vichy s'intègre dans cette politique de collaboration. Par ailleurs, Vichy a toujours été soucieux de maintenir sa souveraineté même sur la zone occupée, et donc souvent il devance les législations allemandes dans un souci de légitimité française. Et puis enfin, Vichy est travaillé par un antisémitisme qui est celui de l'extrême droite et d'une partie de la droite depuis l'affaire Dreyfus, depuis longtemps, et que la plupart des antisémites se retrouvent dans le gouvernement de Vichy. Donc il y a plusieurs raisons qui expliquent que Vichy ait mis en place cette politique antisémite. Ça se marque par une série de législations qui se surajoutent. D'abord, dénaturalisation de ceux qui avaient obtenu la nationalité française depuis 27 et en Algérie des Donc, Juifs français. En un mot, dénaturalisation. Dénaturalisation, oui, bien sûr.
on leur fait perdre, ils deviennent apatrides. Donc ils étaient français, ils deviennent étrangers. Puis, ce qui est connu, donc le 22... donc ça, c'est le 22 juillet. Ensuite, le statut des Juifs, qui date d'octobre 40 et qui, on a là un article du Matin qui annonce la publication de ce statut, qui définit les Juifs d'ailleurs avec des critères plus durs encore que ceux des nazis, qui va donner lieu à un recensement, puis qui va donner lieu à des fichiers qui vont permettre des arrestations et après des déportations. C'est en effet Vichy qui procède d'abord à l'arrestation des Juifs étrangers, puis lance, et là c'est la police qui s'en occupe, les grandes rafles qui commencent à l'été 1942, dont la plus connue est la rafle du Veldiv, dont on a là aussi une image. Zemmour, dont tu parlais tout à l'heure, a tendance évidemment à complètement minorer cette responsabilité de Vichy, qui au contraire est réaffirmée par tous les historiens qui travaillent là-dessus, que ce soit Paxson, que ce soit Laurent Joly dans un livre qui est sorti récemment et qui est vraiment magistral pour démontrer et expliquer la responsabilité de Vichy. Quant au délire de Zemmour sur Vichy aurait protégé, sauvé les Juifs français, d'abord il y a tout un tas de Juifs français qui ont été déportés au même titre que les Juifs étrangers. Et par ailleurs, en fait, s'ils l'ont fait, c'est plutôt parce qu'ils avaient peur d'une opinion publique qui était beaucoup plus sensible et réagissait un peu plus à l'arrestation des Juifs français, des enfants français, que pour les Juifs étrangers, mais pas du tout par souci de protection. Juste pour donner les chiffres pour terminer, il y a eu 280 000 Juifs recensés, sachant que tout le monde ne s'est pas fait recenser, dont 150 000 dans le département de la Seine. 74 150 ont été déportés de 42 à 40, ne sont revenus que 3 500. Alors, c'est une histoire évidemment qu'il n'est jamais inutile de rappeler, puisque certains s'évertuent encore aujourd'hui à la nier. Mais je vous le disais en commençant cette émission, nous, on avait eu envie de déplacer un petit peu la manière d'interroger cette question de l'antisémitisme. Et peut-être de la travailler d'un point de vue, Isabelle, tu l'as dit, plus social, plus quotidienne, avec plus de proximité. C'est-à-dire concrètement, la question qui se pose, c'est lorsque l'on est dans un pays qui est sujet à des lois antisémites, soit en tant que citoyen dans un pays qui est bombardé aussi, dans un pays qui souffre d'un certain nombre de pénuries, en particulier de pénuries de logements, on va y revenir, eh bien comment est-ce que les gens ordinaires se comportent avec cette législation, comment est-ce qu'ils composent avec cette législation? Alors c'est une autre histoire aussi bien connue, cette question des lettres de délation, c'est un mot sur lequel on pourra revenir. On dit, on sait aussi, on a retrouvé effectivement des traces de délation de juifs par des populations françaises. Mais c'est pas non plus ça qui nous intéresse exactement dans cette émission. Ce qui nous intéresse, la question dont partent Isabelle, Sarah et Eric dans cet article très cher voisin sur lequel nous allons nous appuyer, c'est en situation de pénurie de logement, à partir d'un besoin qui est un besoin premier, qui est celui justement de logement. Comment est-ce que ces populations vont composer avec l'opportunité qui leur est offerte, l'opportunité avec plein de guillemets au sens sociologique, on va y revenir, qui leur est offerte par cette législation antisémite. Alors avant de rentrer dans des exemples très concrets, dans des exemples d'archives, Isabelle, est-ce que tu peux nous rappeler, enfin nous expliquer plutôt comment ça se passe lorsque on vit à Paris, dans le Marais en tout cas pour l'instant, puisque vous en êtes à ce stade-là de défrichement des sources, que sa maison vient d'être bombardée, qu'on se retrouve sans logement, qu'il y a cette législation antisémite, que les Juifs commencent à être déportés, pour certains ont donc quitté Paris, que leurs logements sont vacants, quels sont les circuits qui font que certaines populations prétendent à être relogées? Alors, d'abord, j'ai dit un mot de l'îlot 16. C'est vrai qu'on s'est lancé dans cette vaste enquête parce qu'il y a quand même une découverte archivistique au départ. Un fonds aux archives de Paris qui s'appelle Réquisition de logements 42-44. Je me suis demandé, tiens, est-ce qu'on va pas reloger mes expulsés de l'îlot 16 dans ces logements? Et là, on trouve 65 cartons qui sont classés donc par ordre topographique, par nom de rue. Chacun concerne un logement juif avec un tout petit papier avec juste le nom du juif ou de la famille juive et toute une série de papiers
qui atteste donc de la mise en place, à partir de la fin 43, d'un service sous l'égide de la préfecture de la Seine. Il n'y a pas de maire à Paris, donc c'est le préfet de la Seine qui s'occupe des affaires parisiennes, d'un service de réaffectation des logements juifs vides. Alors vides, soit parce qu'ils ont été arrêtés, soit parce qu'ils sont en fuite, soit parce qu'ils sont cachés, pour toutes sortes de raisons. Donc ces logements sont vides. Et, en général, il y a les scellés sur les logements, puisque les Allemands doivent passer avant. Ils mettent les scellés. Ensuite, Sarah Gainsbourger a étudié cette étape. Ils vident entièrement les logements. Et puis les meubles. Ils enlèvent les meubles qui sont ensuite triés dans des camps annexes de Drancy, notamment dans le magasin Lévitan rue du Faubourg Saint-Martin, mais aussi quai d'Austerlitz. Et ensuite, tout ça est remis en caisse et envoyé. Mais tout, c'est les ampoules, les jouets, les casseroles. C'est pas du tout seulement les objets précieux. Tout est renvoyé à Berlin, là aussi pour soulager les populations. En ce qui concerne Paris, à partir du moment où il y a des bombardements, à partir de 43 dans la région parisienne, se pose la question de reloger les sinistrés. Et donc c'est pour ce prétexte qu'on va créer ce service ad hoc. Mais en croisant avec d'autres fonds, notamment les fonds du Commissariat général aux questions juives, qui lui est en place depuis déjà plusieurs années, dès le début donc de la mise en place du régime de Vichy. Il y a aussi des fonds de lettres que le commissariat reçoit, et là on trouve des Parisiens ou des habitants de la région parisienne qui demandent des logements assez précocement. Donc en fait, au cœur de l'enquête, il y a cette interaction entre la pénurie des logements et donc le désarroi des Parisiens et une administration qui va tenter d'y répondre pour des raisons différentes. Le commissariat général aux affaires juives va s'occuper assez vite de l'arianisation, c'est-à-dire finalement on prive les juifs de leurs biens, mais là il faut le préciser, les demandeurs de logement sont des locataires, donc globalement c'est plutôt des gens modestes qui n'ont pas de toit, soit il a été détruit, mais ce qu'a montré l'enquête au point où on en est, c'est que pour donner un ordre d'idée, il y a la moitié de sinistrés qui vont occuper ces logements juifs, mais l'autre moitié c'est ce qu'on appelle, dans un mot qui permet de le dire très rapidement, des pistonnés, soit par les autorités françaises, soit par les autorités allemandes. Alors, tu nous as fourni un certain nombre de sources que nous allons commenter au fil de l'eau et qui vont apparaître à chaque fois à l'écran. On va vous en lire quelques extraits parce que c'est pas forcément très lisible, mais on avait envie aussi de vous montrer à quoi ça ressemble des archives quand on se retrouve quand même face à un carton poussiéreux et qu'on sort lettre par lettre. Et donc, on va les prendre une par une, on va les égrener et puis on va te laisser les faire parler justement. Alors, la première, c'est une lettre de Madame Defarge, dont la première ligne dit « Je viens par la présente solliciter de votre haute bienveillance priorité sur le logement juif situé au 9 de la rue des Gardes, Paris 18e. » Alors, Madame Defarge, elle est sinistrée de la rue des Gardes au 21 et elle demande un logement au 9. On constate aussi, mais alors là évidemment on va citer que quelques lettres, mais on a des séries entières, donc c'est pas seulement des exemples, c'est vraiment ça fait série. Là on est dans la micro-histoire, c'est-à-dire des cas qu'on sort mais de séries. Donc le fait de demander un logement juif, c'est d'une banalité absolument totale. Avec plus ou moins d'insistance, on va le voir, et elle argue effectivement de son fils qui a été tué, donc c'est une bonne citoyenne, elle a payé pour la France. Bon, donc là on est dans la question des voisins ou du voisinage, avec la façon dont l'information circule sur la vacuité de ces logements. Madame Delbouille est plus prolixe. Alors, il y a des passages qui sont assez savoureux, si j'ose dire. Alors, je vous en lis quelques-uns. Cette personne m'a dit avoir un appartement vide, mais le juif à qui ça appartenait avant-guerre, qui depuis l'exode est en zone libre, continue à le louer au propriétaire qui n'a le droit de ne rien lui faire. Elle continue, nous nous apercevrons à notre grand regret que malgré ce que l'on puisse dire, les juifs soient encore les maîtres. Et elle continue encore, vous dites, et à juste raison, précise-t-elle, que nous devons faire la guerre contre les juifs, et pourtant, on leur permet de garder leur appartement pour reprendre leur sale petit commerce dans des jours qui leur sembleront meilleurs. Alors la veuve Delbouille, elle est veuve avec 4 enfants en bas âge, elle est sinistrée de Billancourt, elle travaille dans une usine à proximité. Et là, effectivement, elle précise d'ailleurs qu'elle a visité plusieurs concierges. Donc ça, c'est le rôle, on en a souvent parlé à cette époque, mais là, on peut le documenter. Donc elle va d'une adresse à l'autre, et elle s'adresse là au commissariat général aux affaires juives, avec des propos sur les juifs
qu'on peut effectivement rattacher à en tout cas à une dénonciation de leur rôle dans la société. Et là, c'est toute la question qui est au cœur de la recherche, c'est-à-dire comment qualifier cet antisémitisme. Elle s'adresse à l'administration qui est chargée de la persécution, donc on peut aussi imaginer qu'elle adopte l'argumentaire que cette administration, auquel l'administration sera sensible pour obtenir ce qu'elle veut. Donc voilà, on est toujours dans cette interface entre ce que les administrations représentent aux yeux des Parisiens et leur objectif, c'est-à-dire obtenir un logement. Alors une interface qui est encore plus criante avec la suivante. Alors là, la dame écrit directement au maréchal. Pétain, oui, voilà. Donc la lettre est assez longue. Elle emploie tout un tas. Donc elle raconte sa vie, bon, comme toutes les lettres, pour dire au nom de quoi est-ce qu'elle. Elle fait 4 pages la lettre. Elle fait 4 pages. Et puis arrivée à la fin, après avoir décrit toute sa dévotion et tout son modèle de vie, elle précise au maréchal que nous n'avons tous qu'une hâte, c'est de pouvoir nous remettre au travail et reconstruire nos foyers détruits. Il me semble que ce sont là des résolutions que vous ne pouvez qu'encourager. Je crois savoir que c'est à des intentions de ce genre, puisque c'est la tâche à laquelle vous vous êtes voué, etc., etc. Et elle termine en disant c'est dans cet espoir que je vous adresse, maréchal, ma plus profonde vénération et l'assurance de mes sentiments les plus français. Alors là, Madame Duvoisin, en fait, avant d'écrire au maréchal, elle a écrit au préfet de la Seine. Donc, ce qu'on voit aussi dans ses lettres, elle dit aussi qu'elle a obtenu de la commande en tour. Ce qu'on voit aussi dans ses lettres, c'est la capacité des Parisiens à aller visiter les autorités allemandes, que ce soit l'administration qui s'occupe de vider les appartements parce qu'il leur faut un certificat comme quoi l'appartement a été vidé. Elle dit qu'elle a fait lever la réquisition. Donc en fait, ils circulent très très bien. Il n'y a pas une étanchéité entre les administrations allemandes et les Parisiens. Et effectivement, cette lettre qui est adressée, alors cette fois-ci à la préfecture de la Seine et pas au commissariat général aux affaires juives, c'est une sorte, et il y en a plusieurs dans ce style, une sorte de déclaration d'amour au maréchal Pétain et à tout son programme sur la reconstruction du foyer, le fait qu'elle aussi la famille a payé, qu'elle a toujours travaillé. Enfin, on est vraiment dans ce registre de Vichy. Et même si elle demande donc un appartement dont elle donne le nom avec l'adresse Baïkevski 11 rue Saint-Marceau, elle est sinistrée de Courbevoie. Donc ça aussi, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on essaye de localiser les adresses d'origine, les adresses temporaires de ceux qui ont été sinistrés et l'appartement qui demande. Et là, en spatialisant, on voit la Courbevoie, Saint-Marceau, on est à peu près dans le 17e vers les Maréchaux. C'est tout près, c'est-à-dire c'est une manière pour elle d'entrer dans Paris. Donc là aussi, il y a des questions de proximité pour récupérer de l'information. Et à ce moment-là, quand elle parle de l'appartement qu'elle veut, elle dit juif, mais ensuite elle parle d'appartement vide et il n'y a pas du tout cette espèce de réquisitoire contre les juifs et contre la place qu'ils occupent par rapport à la précédente. La différence de la précédente. Voilà, avec la veuve d'Elbouy. Donc on est vraiment dans une adaptation à l'administration à laquelle on s'adresse. Je vais passer à celle de Monsieur Faure, qui est intéressante aussi, Monsieur Faure, parce que pour l'instant, c'est quand même que des femmes, c'est intéressant aussi. Hein. Oui, ça c'est une étude qu'on va faire. Il y a beaucoup de femmes. Elles ont le mari ou le père ou les enfants, le fils qui est prisonnier. Oui, elles expliquent de la situation. Voilà. Et donc, elles disent on a déjà 2 enfants, on en a un 3e qui va arriver. Il y a beaucoup de femmes. Oui, c'est genré. Alors là, c'est un homme, c'est Monsieur Faure, et Monsieur Faure, donc lui écrit au commissariat général aux questions juives, là encore, et il demande de ne plus payer de loyer à son propriétaire puisque son propriétaire est juif. Alors voilà, les lettres qui sont envoyées au commissariat général des affaires juives, qui est donc qui a l'étiquette persécution des juifs ou affaires juives. On a pas seulement des demandeurs de logement, mais on a toutes sortes de réclamations autour des affaires immobilières. Ici, c'est très tôt. Là, on est en juillet 41, c'est-à-dire que on est dans le sillage de la loi d'arianisation qui concerne les propriétés. Et donc là, lui, il se demande si il y aurait pas encore une opportunité pour ne pas payer son loyer, et en même temps aussi, il faut lui faire, si je puis m'exprimer ainsi, crédit sur le fait que, est-ce qu'il ne se mettrait pas dans l'illégalité en versant de l'argent à un propriétaire juif? Donc, c'est-à-dire, on est toujours dans cette dualité Alors là aussi,
il pose la question, il a lu un article dans un journal, le journal Aujourd'hui, il a été rue de la Boétie, où on lui a dit que rien d'officiel n'était paru. La rue de la Boétie, c'est l'Institut d'études des questions juives, qui était une officine de propagande antisémite, et il réclame donc le décret qui éventuellement paraîtra. C'est-à-dire que il veut vraiment être en règle avec la loi. Il a été tapé à plusieurs portes, y compris à la rue de la Boétie. Donc là encore, il y a une sorte de... Tant qu'à faire, pas payer son loyer, quoi. Voilà. Et le dernier cas est celui d'une pharmacienne, donc une femme encore, hein, une pharmacienne qui, elle, en tout cas me semble-t-il, est véritablement dans la dénonciation, hein, puisque elle a été relogée, sa pharmacie a été relogée à la suite d'un bombardement, et puis elle dénonce, en raison de leur attitude et de réticence, j'ai tout lieu de supposer que Monsieur et Madame Zougouchi soient juifs non déclarés. Alors Monsieur et Madame Zougouchi, c'est ceux qui étaient les propriétaires de la villa où elle a été réinstallée. Et donc là, c'est vrai que elle est réinstallée. Donc, elle n'est pas en quête de quelque chose, mais c'est vrai qu'elle demande, j'ai tout lieu de croire que ce sont des juifs non déclarés. Donc là, on est quand même à cette date, en février 43, dans le registre de la dénonciation, puisque tous les juifs étaient dans l'obligation de se déclarer. Et elle ajoute, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire, et elle demande une enquête. Et elle donne leur adresse, puisqu'ils habitent pas sur place, elle donne leur adresse, elle dit qu'ils habitent rue du Ranelagh à Paris. Donc là, on est quand même dans la fourniture d'informations au commissariat général aux affaires juives. Alors, tu nous as fourni un certain nombre d'autres documents qui vont s'afficher là, notamment à quoi ressemble une demande de relogement, avec la fameuse petite note numéro 4, et cette petite note numéro 4 qui dit qu'il faut préciser si le local était précédemment occupé par un Israélite, c'est le vocabulaire de l'époque. Un formulaire aussi qui va apparaître là aussi à l'écran de ce que c'est qu'un local israélite. Alors ce formulaire, c'est quoi? C'est la description d'un... Ces formulaires, c'est à partir de 44, la préfecture de la Seine manque de logement, et donc ils diffusent ce petit formulaire avec donc la loi qui est au dos de mai 44, c'est tout simplement ils placent les propriétaires dans l'obligation de déclarer donc la vacuité d'un appartement juif. Donc là, c'est pas seulement les listes allemandes qui sont fournies à la préfecture de la Seine, on va au-delà, on cherche à satisfaire la demande et donc on essaye d'élargir l'offre en obligeant les propriétaires avec ce formulaire, donc là, locaux israélites. On est quand même dans un formulaire administratif qui est clairement assis sur les lois raciales et sur la persécution. Alors du coup, si on reprend ce qu'on disait au début de cette émission, à savoir une méthodologie particulière, la question de la micro-histoire, le fait d'être au plus près des archives, de faire jaillir des questions nouvelles par rapport justement à ces fonds d'archives, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que tous ces désenclavements, d'une certaine manière, permettent pour questionner l'antisémitisme autrement que avec une grande histoire des idées ou des grands faits macro. Alors, Mathilde l'a rappelé, les cadres évidemment sont importants, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est donc de voir, à la lumière de cette question du logement, qui est une question très sensible à Paris, quelles sont les interactions qui se nouent entre juifs et non-juifs et quelle est finalement la gradation et le crescendo entre des sentiments opportunistes et au contraire un antisémitisme avéré. Et l'avantage de cette enquête, c'est d'abord qu'en grande partie elle repose sur des fonds, je l'ai dit, réquisition des logements, a priori. Quand j'ai ouvert les cartons, je pensais pas tomber uniquement sur des appartements de familles juives. Oui, donc c'est ça que tu as découvert. Voilà, on a découvert. Alors, je précise que pour être sûr que ce soit des familles juives, on a croisé avec d'autres sources et qu'on ne s'en tient évidemment pas au nom de famille ou à l'onomastique. Donc, c'est des sources, on va dire, de la vie ordinaire, de la gestion finalement de la ville et des administrés. Donc là, l'avantage pour le chercheur, c'est qu'on a une cartographie à peu près de 10 000 appartements qui sont dans tout Paris. Donc on sort du ghetto, on sort du quartier du Marais, on sort de la représentation de ce qui a pu se passer dans des quartiers où il y avait beaucoup de familles juives. Donc là, il y a une sorte de banalisation spatiale pour voir effectivement d'abord où ils habitaient, parce que ça, c'est aussi une question. Les déclarations qui sont faites au moment des arrestations, c'est pas forcément le logement, parce que s'il reste de la famille, on déclare pas sa véritable adresse.
Et puis, il y a aussi, avec la totalité des dossiers et les autres sources qu'on consulte, un désenclavement chronologique, c'est-à-dire que ça témoigne, ces lettres et ces demandes et ces dossiers, des relations sociales avant la guerre. Hein. Il y a certains demandeurs qui, vraisemblablement, connaissent les appartements. Ils sont capables de décrire le mobilier ou l'organisation de l'appartement ou le nombre de pièces. Dans le premier cas, ils habitent à quelques numéros, il y a des chances qu'ils se connaissent. Voilà, c'est ça. Donc, il faut, c'est à la lumière des relations sociales avant-guerre qu'on peut aussi élucider ce qui a pu se passer dans les relations entre juifs et non-juifs pendant la guerre. Et puis, sur l'après-guerre, on va y revenir. Évidemment, on va se poser la question, qui est une question qu'on peut poser d'emblée, c'est qu'à chaque fois qu'un Parisien sinistré ou ayant fait l'objet d'une recommandation investit un appartement juif, il est dans l'idée que cette famille ne reviendra pas. Donc il y a quand même massivement l'idée que ils sont partis ou on s'en est débarrassé et on peut faire comme s'ils n'allaient pas revenir. Or, certains vont revenir. Et c'est des questions qui donc alimentent aussi l'après-guerre et la permanence d'un antisémitisme. Qui vont redemander leurs appartements. Alors oui, ils vont quand ils vont revenir. Certains, il y a deux attitudes. Alors ça, moi j'ai pu faire quelques entretiens avec des gens qui étaient survivants mais qui étaient enfants à l'époque. On revient, il faut voir qu'on retrouve son appartement en général sans le mobilier, donc c'est plus vraiment chez soi. Hein. Et on retrouve une famille, parfois sans l'homme, démunie. Donc là, on s'en va parce qu'on n'a pas envie de. Et certains se sont battus, certains ont été en procès. Bon, il y a une ordonnance qui décide du retour dans les logements, mais la priorité, c'est les prisonniers de guerre, les résistants, et les victimes de persécutions antisémites sont les derniers de la liste. Et donc, on va travailler aussi sur tous ces procès et sur toutes ces tentatives de réintégration. Et vous montrez, parce que vous avez aussi déjà certaines sources, que justement, lorsque certaines familles rentrent et réclament leur logement, ça donne lieu à un certain nombre de problèmes, d'insultes, de tracts. L'antisémitisme se poursuit. Il va y avoir des ligues de locataires de bonne foi, puisqu'il faut quand même, on l'a pas dit, le bail des familles juives est résilié par un administrateur provisoire. Et les nouveaux locataires signent un bail. Donc on est totalement dans la légalité. Hein. Donc d'où le problème au retour de la guerre. Donc vous posez aussi d'une manière autre la question du consentement, la question de l'adhésion idéologique à l'antisémitisme ou au contraire des accommodements du quotidien. Tal Brutman, par exemple, lui, qui est un autre historien de la Shoah, parle pas de dénonciation, il parle de mobilisation, et vous dites que vous reprenez aussi à votre compte cette expression-là, vous préférez la question de la mobilisation. Oui, parce que plutôt que de la délation, pardon. Oui, ouais. Alors bon, il y a certaines lettres qui frôlent la dénonciation, mais ce qui est difficile à qualifier, il y en a certains qui étaient antisémites, c'est-à-dire qui jugeaient, alors antisémites, non pas parce qu'ils étaient gavés de littérature antisémite, mais peut-être parce que tout simplement ils avaient l'idée que les Juifs n'avaient pas leur place en France, et c'est ce qu'on voit dans les tracts qui sont diffusés après la guerre. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de montrer comment les Parisiens ont utilisé cette conjoncture de la persécution raciale comme une ressource, pour améliorer leur sort, pour se rapprocher de leur travail, pour augmenter la taille de leur logement. Et on ne peut pas dire qu'ils échappent à l'accusation d'antisémitisme, mais on peut dire en tout cas qu'ils profitent de la persécution des Juifs et qu'ils envisagent assez sereinement le fait que les Juifs ne reviennent pas à Paris. Voilà, alors il faut préciser qu'il y a d'autres travaux de micro-histoire, en particulier de micro-histoire de la Shoah. Vous allez voir là ici deux ouvrages. Le premier, c'est celui de Claire Zalk et Nicolas Marillo sur 991 juifs à Lens, qui est une enquête très minutieuse aussi à partir des archives concernant ces populations. Et puis le second, auquel d'ailleurs tu as participé avec Sarah aussi. Eric, je ne sais plus si Eric le Non, pas dans cet article-là. C'est Micro-histoire de la Shoah, qui est le produit d'un colloque dans lequel on trouve plein d'autres thématiques que celle du logement, et qu'évidemment on vous conseille beaucoup. On en arrive malheureusement à la conclusion.
Le temps passe vite. Donc une conclusion, on a l'habitude de conclure en parlant d'un sujet qui nous intéresse. Comment tout ça nous a parlé. Comment est-ce qu'on peut le généraliser et faire quelques ouvertures. À toi, Mathilde. Moi, il y a deux choses. Déjà, l'approche, je trouve que c'est très important, très intéressant. Ça ouvre tout un tas de pistes de recherche sur comment se comportent les citoyens en régime autoritaire. À la fois, si on a envie de voir comment ils résistent, forcément, parce que c'est ça qui nous donne un peu d'espoir, mais ça permet aussi de voir comment on s'adapte et comment on accepte. Et là, c'est des champs d'études très intéressants. Et ce que ça montre aussi, c'est que quand on est dans des situations de crise économique, de difficultés de vie, là, c'est le cas du logement, difficulté de trouver du logement, en fait, ça favorise des types de comportements qui, parfois, reposent sur une adhésion idéologique, là, à l'antisémitisme. Parfois non, mais n'empêche que les gens ne s'empêchent pas de l'activer. C'est ça qui est terrible. Et ça, je trouve que ça le montre bien. Et en fait, c'est assez glaçant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'il faut pas faire, c'est séparer les deux. Oui, c'est-à-dire l'idéologie et tout ce qui ressort de la vie ordinaire et des comportements sociaux. Ce qui est le propre de la micro-histoire, que de réussir à faire le lien d'ailleurs. Et ça, évidemment, ça a des résonances contemporaines absolument énormes. Alors moi, j'ai pour habitude de conclure sur les enjeux d'éducation et de transmission. Donc, juste quelques mots là-dessus. La question de l'antisémitisme dans l'enseignement, c'est quand même une catastrophe. Il y avait une tribune récemment dans Le Monde par un historien qui s'appelle Jean-Claude Lescure et qui pointait à juste titre qu'on parlait 2 fois des Juifs dans les programmes scolaires. La première fois lorsqu'on étudie les Hébreux en 6e à 11 ans et la seconde fois lorsqu'on étudie la Shoah. Voilà, comme si c'était rien passé entre les deux. Donc je le rejoins évidemment là-dessus. Et puis j'y ajouterai aussi quand même la nécessité et l'urgence, parce qu'après tout c'est ce que c'est ce que vos travaux montrent, la nécessité et l'urgence d'avoir des programmes qui rendent possible d'abord de faire une histoire sociale, parce que c'est une histoire sociale, ou de socio-histoire comme on dit de l'antisémitisme, de varier les échelles, parce qu'on voit bien que si on ne s'autorise pas ces variations d'échelle, eh bien on ne voit pas tout, et puis de prendre le temps de travailler sur des sources et d'interroger les sources exactement comme vous le faites, c'est-à-dire au plus près de ceux qui les produisent, de ceux auxquels elles s'adressent et du registre de langue et dénonciation qui y figure. Et puis la conclusion te revient, Isabelle. Écoutez, merci pour cette invitation. On n'a pas évoqué la question quand même de l'antisémitisme de l'administration, de l'État. Il est évident qu'entre le Commissariat général aux affaires juives, que Laurent Joly a beaucoup étudié, donc je renvoie à ses travaux, et nos fonctionnaires de la préfecture de la Seine qui appliquent quand même scrupuleusement et consciencieusement, là encore la question se pose. Après, il faudrait faire là aussi une socio-histoire de cette administration pour connaître leur parcours. Et tu disais que tous ces documents d'archives pouvaient être précieux à l'école, j'en suis convaincue, c'est-à-dire que partir de trajectoires, de parcours de Parisiens et de Parisiennes, ça permet aussi d'incarner, et je ne dis pas d'identifier, mais d'incarner et de montrer comment cette question de l'antisémitisme est encastrée dans toutes sortes de questions de la vie quotidienne, qui peut permettre de dépasser aussi certains cloisonnements qu'il peut y avoir dans la tête des élèves. Donc, je pense que c'est utile aussi de revenir aux sources. Merci beaucoup Isabelle. Merci. La bibliographie vous est apparue au fur et à mesure de l'émission. Nous évidemment on vous conseille, c'est rare de conseiller à ce point un article, mais ça fait partie des articles qui sont vraiment bien, parce qu'ils lancent des pistes qui sont très très fécondes. Il s'appelle Très cher voisin, antisémitisme et politique du logement, Paris 1942-1944, et c'est dans la revue d'histoire moderne et contemporaine de 2015, numéro 62. On vous dit au revoir et à très bientôt pour la prochaine émission.